Bonjour, le mouvement Rendre la France à la France est heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, 11 décembre, la situation se clarifie un peu. Le groupe LR, voici quelques jours, en a terminé avec le processus de désignation et investissement de son candidat à l'élection présidentielle, en ayant globalement plutôt bien évité les différents écueils qui auraient pu contrarier son bon aboutissement. Ainsi donc, ce sera Madame Pécresse, flanquée de Monsieur Ciotti. Résultat qui est somme toute la traduction fidèle et le point d'arrivée logique des 4 longs débats organisés par les Républicains. Monsieur Bertrand, quelle que soit sa performance personnelle, ne pouvait se délester du fardeau de ses inconstances et de ses ambiguïtés passées. Monsieur Barnier, qui avait, sous condition, notre tiède préférence, confère la vidéo numéro 5, n'a pas su, mais ne pouvait-il vraiment, donner à son discours le souffle et l'énergie qui lui faisaient défaut. Monsieur Juvin, robuste et constant dans ses légères différences philosophiques et programmatiques, n'était pas un vrai concurrent au sens électif du terme. Il aura pourtant, quant à lui, réussi son tournoi. Monsieur Ciotti, sans jamais varier, a affiché au fil de chacun des débats les mêmes qualités de discernement, d'audace, de courage, avec un large spectre de propositions solidement documentées et pour certaines originales. Il était d'ailleurs le seul vrai candidat de droite, les 4 autres, davantage centristes, n'ayant que des aptitudes à saisir les opportunités droitières. Ainsi donc, ce sera Madame Pécresse, femme de caractère, vraie professionnelle de la politique, bonne connaisseuse de tous les sujets économiques et régaliens, apte à représenter notre pays de façon positive et même avantageuse. La question n'est pas de savoir si la désignation de Madame Pécresse nous enthousiasme et nous convainc sans réserve. Ce n'est pas le cas. Pour autant, et ce n'est pas paradoxal, nous allons la soutenir avec la dernière énergie. Car Madame Pécresse, flanquée de Monsieur Ciotti, incarne désormais, elle et elle seule, bien plus qu'un simple espoir, un chemin de victoire, le seul chemin de victoire qui se puisse encore emprunter. Rappelons inlassablement que la priorité absolue, le but unique des efforts de notre mouvement Rendre la France à la France, depuis maintenant plus d'1 an, est de faire farouche obstacle à la réélection de l'idéologue dangerosissime qu'est le président sortant. M. Macron n'est bien sûr ni un adolescent politiquement impubère, ni la représentation métaphorique du vide ou du néant, comme on a pu le dire. Il est tout à rebours sur le plan intellectuel, redoutablement équipé. Mais ce sont ces abscons desseins mortifères pour la France, confère notre vidéo numéro 3, qui, plus encore peut-être que son bilan famélique, font de lui un timonier disqualifié, à qui un second mandat ne saurait être confié. Pour atteindre la victoire indispensable à la survie puis à la renaissance de la maison France, Madame Pécresse va devoir non seulement cesser de se réclamer, mais encore totalement s'affranchir de la tutelle morale d'encombrants mentors, tel M. Chirac, pur radical de gauche ayant réussi la prouesse, entre autres trahisons et tromperies, de laisser croire à ses électeurs toute une carrière durant qu'il était un homme de droite. Ou encore M. Sarkozy, dont le seul fait qu'il soit aujourd'hui encore le référent quasi biblique des Républicains montre à quel point ce parti, jusqu'à ce jour en tout cas, avait pu s'égarer. Madame Pécresse, dont nous avons toujours suspecté la solidité et la constance des convictions, va désormais devoir être irréprochablement fidèle à sa parole et à son programme, après que ce dernier eut été amendé et finalisé par la prise en compte concertée des emprunts faits à ses concurrents, et en particulier à M. Ciotti, dont le projet et les propositions sont les plus porteurs de perspectives et de valeur ajoutée. Le choix même du vocabulaire utilisé par Mme Pécresse pour désigner les futurs apports programmatiques de M. Ciotti
nous citons, « Je vais pimenter mon projet avec celui d'Éric, pimenter, entre légère désinvolture et tambouille culinaire, n'augure rien de beau. Et puisque nous en sommes au chapitre des mauvais signaux, pourquoi diable M. Jacob, évincé hâtivement du poste de vice-président LR, M. Pelletier, au bien maigre motif qu'il n'a pas défavorablement commenté la prestation de M. Zemmour à Villepinte, au demeurant excellente à quelques ombres près? N'est-ce pas bien malhabilement obérer sans raison ni profit les futures discussions, qui en tout état de cause s'imposeront avec M. Zemmour ante ou post-premier tour? Les pressions venues d'horizons divers, et en particulier de l'intérieur du parti LR, ne manqueront pas d'assaillir Mme Pécresse. Inviter, ou même sommer peut-être, d'édulcorer, de pseudo-humaniser, de gaulo-socialiser son programme, c'est-à-dire en clair, de le raboter, de le dédroitiser, de l'affadir. Il faudra alors à Mme Pécresse, toujours flanquée de M. Ciotti, tenir bon, ne pas céder un centiard de terrain, lire et interpréter ces pressions comme l'inquiétude montante de ses concurrents, et donc y trouver non pas matière à douter, mais confirmation du juste chemin emprunté. Et puis, il faudra à Mme Pécresse et à ses équipes, en prévision d'âpres futurs débats de campagne, bâtir un vade-mecum bilanciel juste, honnête, mais implacable du quinquennat de M. Macron, à l'usage notamment de nos concitoyens les moins avertis des sujets économiques et régaliens. M. Macron, épaulé par M. Le Maire, qui s'accroche à lui comme à une espérance de vivre encore, politiquement, vont tenter une gageure qui pourrait réussir si le contre-feu, c'est-à-dire la réplique soigneusement préparée, n'y venait faire obstacle. Excipé en campagne d'un bilan mensongèrement autoproclamé flatteur sur un grand nombre de thématiques économiques, croissance, chômage, pouvoir d'achat, création d'emplois, avec prise d'appui sur une gestion de la pandémie présentée comme exemplaire à l'échelle européenne et même mondiale, alors même qu'elle est simplement dans la médiane, comme il est facile de le démontrer. Un accent particulier peut être mis sur quelques indicateurs économiques majeurs du quinquennat, dont M. Le Maire, qui ne manque ni de morgue, ni de culot, ni d'autocomplaisance, sa fréquentation élyséenne peut-être, va oser nous les présenter, toute honte bue, comme une presque réussite. Pour bien comprendre la réalité de la situation bilancielle, la lumière peut être mise sur 3 indicateurs représentatifs de l'état de santé général de l'économie nationale. En premier lieu, le PIB, le produit intérieur brut, et plus précisément le PIB par habitant, qui exprime bien en dynamique la vitalité de l'activité de production intérieure, est en baisse nette dans l'absolu, et plus encore en expression relative par rapport à presque tous les pays de l'OCDE, et en particulier l'Allemagne. Quelques chiffres, on ne peut pas échapper, 42 000 euros par habitant pour l'Allemagne, 37 000 euros par habitant pour la France. Alors même, et là réside la chose importante, que nous étions à exacte parité en 2017. 2017, cette date évoque évidemment quelque chose pour nous. Même constat à l'examen de la part de la dépense publique, santé, éducation, police, justice, ramenée au PIB, soit 61% en 2020, avec, d'accord, il est vrai, l'effet Covid, contre 56% en 2016, juste avant le début de la mandature Macron, soit une dérive haussière de 5 points, là surtout où la moyenne OCDE est de 41% du PIB, soit 20 points de moins que la France. France 60, OCDE 40. Mesurons ensemble la différence. La promesse du candidat Macron, quelques semaines avant son élection, était d'obtenir, à grands coups de vertu budgétaire retrouvée, un gain de 3 points à la fin de son quinquennat. Moins 3 points promis, plus 4 points effectivement réalisés. L'addiction de la France à la dépense publique est non seulement intacte, mais encore renforcée. Prenons maintenant le temps d'un regard sur la dette publique. Elle s'établira en 2021 à environ
2800 milliards, soit 115% du PIB dont on vient de parler. Ce qui apparaît gigantesque, et en effet ça l'est, mais sans repère explicatif ou comparatif, cela parle peu alors. Expliquons, comparons. Qu'on veuille bien comprendre que cette dette était, en 2008, de 1500 milliards, la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. En 1995, de 800 milliards, la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle était pratiquement nulle en 1980. Depuis lors, c'est-à-dire depuis 80, cette dette de la France, conséquence de politiques incompétentes et irresponsables, n'aura cessé de croître vertigineusement. Nous laissons à chacun de vous le soin d'égrener mentalement le nom des coupables successifs, et notamment le dernier en date, même si pour partie, il peut exciper des effets de la crise sanitaire. Ajoutons que cette dette est détenue à raison de 50% par des non-résidents. Des non-résidents, c'est-à-dire des étrangers, des investisseurs non bancaires et des banques étrangères non résidentes, dont l'identité reste opaque. La Chine, probablement. Le Moyen-Orient, c'est presque certain. Ce qui fait peser sur notre pays un risque faible, mais réel, de défaut de paiement, si pour une raison quelconque, ces gens-là, qui sont nos créanciers, venaient à s'énerver. Ne croyons-nous pas qu'il faille pour nos enfants, petits-enfants et même les générations au-delà, s'en tenir là en termes d'argent des Français inconsidérément dépensés et à retrouver le chemin d'une politique budgétaire vertueuse et maîtrisée. Terminons par un troisième indicateur économique qui témoigne bien de la vitalité d'un pays. Le déficit extérieur ou la balance commerciale. En 2021, le solde de la balance commerciale, c'est-à-dire la valeur différentielle des échanges commerciaux entre la France et le reste du monde, importation-exportation, s'établit à moins 70 milliards, peut-être plus encore. Principale explication, un fléchissement continu de nos exportations, plus que jamais centré sur nos points forts historiques. L'aéronautique, l'armement, l'agroalimentaire, le luxe, les autres secteurs d'activité, que ce soit des services ou des marchandises, étant notamment affectés par une désindustrialisation dont le gouvernement prend aujourd'hui bien tardivement conscience. Le solde de la balance commerciale va, dans le mauvais sens hélas, atteindre en 2021 un niveau jamais atteint dans l'histoire de notre pays. Et un peu plus qu'accessoirement, ce nouvel accès de faiblesse va coûter à la France 2 points de PIB selon l'INSEE. Là où l'Allemagne affiche un solde positif de 180 milliards, et dans son sillage bien d'autres pays de l'OCDE, dont l'Italie, hier encore canard boiteux de l'Europe. Il nous faut faire l'aveu le plus discret possible que ce solde négatif de 70 milliards, soit un delta de 250 milliards précisément avec l'Allemagne, pays avec lequel nous prétendons pourtant économiquement jouter. Selon l'OCDE, la France, depuis 15 ans, est la lanterne rouge de la croissance mondiale. Pas de la croissance européenne, de la croissance mondiale. 15 ans. 3 quinquennats. Cela fait M. Sarkozy, plus M. Hollande, martinet de M. Macron, ministre de l'économie, plus M. Macron lui-même, en majesté. Outre les questions migratoires, plus que largement traitées au fil des 6 vidéos précédentes, et qui sont plus que jamais le sujet central de la future élection, le juste bilan du quinquennat Macron en matière économique devait, même très succinctement, être cruellement et loyalement éclairé, en sorte que le président sortant et ses soutiens ne puissent, à grand renfort de biais, d'artifices, de contre-vérités, prétendre en faire état à leur avantage. Pour le reste, le bilan du quinquennat est anorexique. Petite réforme de la SNCF, réforme très partielle de l'assurance chômage, réformette du Code du travail, quelques mesures salariales prises d'ailleurs sous contrainte,
post-crise des Gilets jaunes, loi pathétique d'insignifiance sur le séparatisme, si peu de choses pour la France. On peut ajouter la vacuité de l'action gouvernementale pendant 5 ans, sur tout sujet essentiellement régalien. Voulez-vous quelques-uns à titre d'illustration? Qu'en est-il, malgré de réels efforts à la suite de la COP21, de la mise en place d'une véritable écologie apolitique, débarrassée de toute gangue idéologique? Qu'en est-il des réformes structurelles, et en particulier de l'indispensable et urgentissime réforme des retraites? Qu'en est-il d'un vaste plan de réindustrialisation concertée, y compris, quand c'est possible, par voie de relocalisation ciblée? Qu'en est-il d'une réorganisation coordonnée de 2 institutions pareillement maltraitées, qui sont la police et la justice? Qu'en est-il d'une primauté absolue, y compris budgétaire, redonnée à l'école et à l'enseignement, depuis la primaire jusqu'à l'université? Qu'en est-il de notre indépendance énergétique, dont on découvre aujourd'hui l'importance en fin de quinquennat, et qui ne pourra se faire qu'avec la réhabilitation du nucléaire, judicieusement mixé avec les renouvelables, hydrogène, hydraulique, photovoltaïque, mais surtout pas éolienne. On pourrait continuer longtemps. Ainsi donc, voici venue l'heure du bilan de la mandature Macron. Contre toute raison, le président sortant, c'est son rôle et c'est bien sûr son droit, défendra ce bilan au parfum d'échec, bec et ongle, oscillant entre déni et dissimulation. Madame Pécresse aura alors beau jeu, car elle dispose des arguments factuels incontestables, de méthodiquement, implacablement démontrer la vacuité du bilan présidentiel. Elle saura le faire. Le bilan de M. Macron, ce n'est bien sûr pas vraiment rien, ou le vide, ou le néant, comme d'aucuns ont pu se risquer à le dire, évoquant même la propre personne du président. Ça, ce n'est pas bien. Mais le bilan de M. Macron, c'est peu, bien peu pour la France. Bien trop peu. C'est pourquoi, pour le président sortant, il ne saurait y avoir de deuxième chance. M. Macron est un homme seul. Il a rallié quelques opportunistes, certes, mais personne de qualité. Et surtout pas l'ambigu M. Philippe ou l'infatué M. le maire, 2 sycophantes auprès de qui Ganelon peut apparaître comme un modèle de droiture. Mais il y a pire encore. Et comment mieux illustrer le pire que par le moyen d'un fabliau un peu allégorique? Un matin, Dieu, là sans doute de créer jour après jour un foisonnement de splendeurs terrestres, et plus encore d'esprits bienveillants et lumineux, décida de s'accorder un instant récréatif et de donner naissance, au plein sens figuré, à un faux témoin, c'est-à-dire un trouble personnage qui ment, qui trompe, qui dissimule, qui trahit, qui se rétracte, bref, un être dont la parole continuellement vacille tant elle manque de consistance. Et Dieu créa M. Darmanin. Et pour être sûr de ne pas l'égarer, tant le modèle lui sembla réussi, il enchaîna aussitôt avec son double, M. Estrosi. Voilà très exactement, Madame Pécresse, qui vous devez ne pas être. Voilà bien longtemps que le peuple de France, l'un des tromperies, des mensonges, des lâchetés, n'avait été aussi à droite, de cette droite loyale, ferme, courageuse, innovante dont le pays a besoin. Cette droite que peut bien incarner Madame Pécresse, à condition d'avancer dans le sillon du Congrès, à condition de cheminer au plus près de M. Ciotti sans jamais le perdre de vue. M. Macron n'est pas de droite, pas même un petit peu. Il n'est d'ailleurs pas vraiment de gauche non plus. Il n'est qu'à la marge du côté de la France. Il est très essentiellement du côté du président sortant. M. Macron n'est pas très concerné par l'intérêt supérieur de la patrie. Il est en revanche fasciné par sa propre destinée et le territoire d'expression sur lequel elle doit s'accomplir. À minima, l'Europe, idéalement, le monde.
Il est temps qu'apparaisse aux yeux de tous, et en particulier de ses électeurs de 2017, la vraie personnalité de l'actuel président. Idéologue dangerosissime qui ne rêve que déconstruction de notre histoire judéo-chrétienne, bouleversement civilisationnel, enracinement d'une multiculturalité sur notre sol et même universalisme institutionnel, c'est-à-dire principe selon lequel tous les peuples, toutes les races doivent être représentés à parts égales dans la conduite des affaires du monde. L'élection du mois d'avril n'est pas une élection comme une autre. Elle est de type existentiel et donc cruciale en ce qu'un choix funeste serait sans retour. Alors, pas d'histoire. Au-delà de nos réserves, il n'est d'autre attitude responsable, lucide et patriote que de s'engager pleinement aux côtés de Madame Pécresse et d'agir ardemment par prosélytisme assumé en faveur de son élection. Nous nous retrouverons en janvier. Entre-temps, excellente fête. Prenez bien soin de la France. À très bientôt.